retour de vacances, retour de une semaine et demie sans live. Et donc, retour d'un week-end mouvementé. Semaine agitée. Parce que malgré tout, à chaque fois que je pars, moi qui suis un grand auditeur évidemment de l'after et de différentes émissions de foot, mais surtout l'after, chaque fois que je pars, il se passe des choses complètement dingues, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que tu as raté Quand précisément? À part ce week-end de Ligue 1. Mercredi soir, la visio de la Ligue qui tombe, c'est quand même... Ah oui, c'est vrai. c'est une folie. Ouais. On s'en rend pas compte. On n'a peut-être pas encore le recul nécessaire, mais on s'en rappellera toute notre vie de cette affaire. Tu verras, une visio, la manière dont ça se passe, le Jambière. Vincent. Jambière. Jaune. Franchement, c'est absolument extraordinaire. Il y a un mec sur Twitter, il m'a fait rigoler. Cow-boy. Il y a un mec sur Twitter, il m'a fait rigoler. Il m'a dit, dans la même semaine, t'as une visioconférence de famille qui se passe mal. T'as le beau-père qui vient avec un chapeau de cow-boy. T'as l'oncle qui pète un plomb dans les couloirs. Et on n'a pas réussi à vendre ça 1 milliard. Putain, mais démissionne la brune. Non, mais c'est sûr. Franchement, là, ils nous ont... Tu vois, ils n'arrivent pas à faire du storytelling, on va dire, à l'américaine. Ils nous racontent pas d'histoire. Mais au final, là, c'est extraordinaire ce qu'ils nous racontent. La problématique, c'est que ça met surtout en avant de l'incompétence, au final, malgré tout. Alors, évidemment qu'il faut en rigoler. Moi, ce que je pense toujours, c'est que malgré tout, toute cette incompétence-là va toucher en premier lieu certainement pas des joueurs de foot, parce que des joueurs de foot de Ligue 1, de Ligue 2, on considère que si leur carrière est bien gérée et qu'ils ont de bonnes performances, ils arriveront à s'en sortir. En revanche, c'est tous les salariés des clubs qui, en voyant ça, doivent quand même à chaque fois se dire, en fait, mais qu'est-ce que c'est que ce quartier? Si tu es dans une boîte normale et que tu vois que tes dirigeants, les grandes têtes, parce que ça en fait des salariés, des joueurs, tu vois, il n'y a que 40 mecs dans la visio. À la fois, c'est beaucoup pour une visio, à la fois, c'est assez peu pour ce qu'est le football français. Et ça met en avant uniquement de l'incompétence, comment dire, aucune communication entre différentes parties, puisque maintenant, tu as 2 camps en plus, donc tu as une sorte de guerre. Et moi, ce qui me fait surtout... Attention, parce que ça, c'est l'épisode 1. Et cet épisode 1 nous ressort une vidéo du 14 juillet 2024. C'est vrai. Il y a à peu près 9 mois, quoi, tu vois, 8 mois. Est-ce que Mediapart, complément d'enquête, qui sont quand même en train de faire un numéro sur Nasser, n'aurait pas encore quelque chose dans leur botte secrète, une seconde visio, tu vois, quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment un épisode à suivre précisément, bien qu'encore une fois, ce ne soit, on va de déception en déception, évidemment, puisqu'on avance sur aucun des sujets. On n'a pas de diffuseur pour l'année prochaine. Enfin, encore DAZN qui dit qu'il ne se désengage pas, mais il n'a aucune raison de rester engagé. Enfin bref, il n'y a absolument rien qui va. D'ailleurs, ils veulent pas payer. Au début, ils ont dit on va payer, mais puisque la Ligue les a mis un peu en procès, finalement, ils vont pas payer. Enfin bon, bref, c'est quand même un merdier sans nom. Donc, en espérant que voilà, qu'il n'y ait pas trop de salariés qui perdent leur taf à cause de l'incompétence de nos dirigeants. Ouais. Alors après, c'est qui disait il y en a un dans la réunion, il disait, enfin, qui a dit, du coup, que lui, quand on gère ça comme dans les boîtes du 440, il avait comparé la Réunion et les clubs à des entreprises du 440. Sauf que là, tu vends pas du Apple. Là, tu vends une pomme pourrie. Hein. Là, tu vends une pomme pourrie et il y a rien à aller tirer de tout ça, quoi. Donc, je suis bien d'accord, mais d'un autre côté, si tu veux, parce que d'un autre côté, tu prends le prix des droits et tu te dis bon bah c'est pas une entreprise du CAC 40 parce qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est pas si extraordinaire que ça. Ok, mais si derrière tu couples à la totalité que le foot des revenus que génère le foot français entre les transferts, les revenus dans tous les stades, c'est quand même une véritable industrie. L'industrie, alors certes du sport, mais déjà rien que du foot, c'est une véritable industrie. Et ces mecs-là n'ont pas conscience qu'ils sont à la tête de tout ça. Eux, tu vois, ils parlent des droits. Les droits, c'est tout de suite. Il faudrait que la somme tombe tout de suite pour que derrière puissent aller partir en vacances et acheter 2-3 bons joueurs pour la saison d'après, assurer le maintien, tu vois.
évidemment, là je parle plutôt pour les clubs comme Reims, comme Caillot, comme Coboli, tu vois, ces mecs-là doivent penser à ça. Et puis tu as des mecs qui ont une vision plus lointaine, de patron d'industrie, de qu'est-ce qu'on fait de notre produit demain, comment on va le vendre, voilà. Moi, je m'amusais à comparer ça avec, j'en parlais avec quelqu'un, je sais plus qui, mais je m'amusais à comparer cette situation là de la visio, là, les échanges qu'il y a eu, comment les mecs, bah du coup, j'ai perdu le nom du président de Lens, mais comment il disait comment Hugo Orlian. Hugo Orlian, ouais. Hugo Orlian, pardon. Hugo Orlian, il mettait très bien en exergue le problème étant que voilà, bon, il faut donner toute l'exclusivité de la Ligue 1 à DAZN. Et tu vois, c'est une étude de cas basique. En fait, c'est une étude de cas que tu ferais en école de commerce, de comment arriver à vendre ton produit, à l'amener sur le marché, comment à le rentabiliser, comment arriver à faire venir des gens vers toi, puisque là, on est sur un produit qui est un abonnement, hein, à travers un produit qui est censé être de qualité pour s'abonner. Puisqu'on n'en est pas là, il y a d'autres problématiques à soulever en premier. Et on est quand même suffisamment intelligent pour se dire que, on va pas mettre toute la Ligue 1 sur la même plateforme, et en plus de ça, mettre des tarifs exorbitants pour un produit qui n'est pas à la hauteur du prix affiché. Tu vois, c'est quand même une étude de cas que tu ferais en école de commerce ou n'importe où. On me dirait, mais là, c'est absurde. C'est absurde. Exactement, tu comprendrais. J'arrive même pas à comprendre comment c'est imaginable des hommes qui prétendent être chefs d'entreprise, comme ils le clament, comme ils se présentent et comme ils ont eu leur poste. Souvent, peut-être même, ils ont été présidents de leur club grâce à ça, grâce à leur vécu professionnel. Et ces mecs-là arrivent à rendre le foot français, à mettre le foot français dans une situation comme ça. Et ça, je trouve ça assez hallucinant et d'une incompétence mais folle, tu vois. Et ça, c'est en Mondiovision. C'est franchement, c'est absolument terrible. Moi, ce que je me dis surtout, par exemple, tu parles de ça d'une seule chaîne. L'autre jour, je me rends compte que Marseille-Saint-Etienne, Marseille-Saint-Etienne, était sur beIN le samedi à 17h. Et il se trouve que, j'ai pas beIN. Donc, tu pars sur, évidemment, des solutions autres. Parce que il se trouve que l'OM joue quand même à 21h le dimanche soir dans 90% des cas, t'as l'impression. Alors, si tu veux, t'oublies que, tiens, l'OM, surtout à Marseille-Saint-Etienne, pourrait ne pas être un dimanche soir. Et il se trouve que là, c'était le cas. Et en effet, comment dire, tu développes, toi, en tant que consommateur, en tant qu'abonné d'Azone, une aigreur face aux produits qu'on te propose. Parce qu'il te manque un seul petit bout de match. Et évidemment, malgré tout, on l'a vu encore avec le match de samedi qui était Lille-Monaco, on développe un produit intéressant. C'est-à-dire que le match de samedi 17h, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas un petit match. C'est pas le Nantes-Lens que j'ai vu dimanche, 15h, tu vois. C'est quand même un produit intéressant. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai vraiment, et d'ailleurs, cette visio nous le montre bien. Je parlais d'incompétence, vraiment, tu te demandes comment c'est possible que ces gens gèrent des entreprises. Alors, pas pour tous, mais c'est vrai que pas pouvoir en débattre simplement, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'en débattre avec Nasser, parce qu'il y a un conflit d'intérêts qui est tellement énorme, et il a tellement de poids dans le football français, qu'il est en capacité d'insulter et de dire « ferme ta gueule » au gars alors qu'il a dit 2 phrases. Moi, d'ailleurs, il faut absolument que... Je ne sais pas où est-ce qu'on peut la trouver, on doit pouvoir la trouver, parce que la visio dure 2h30, je vais la faire en entier, parce que je suis persuadé que là-dedans, il y a des pépites. Il y a des pépites. Évidemment que les plus gros, le plus trash, le plus vulgaire a déjà été sorti par les médias, mais je suis persuadé qu'il y a des petites phrases, des petits mots, des petites choses qui doivent être intéressantes. Donc j'espère qu'on pourra y avoir accès et regarder ça en intégralité, parce que je suis persuadé qu'encore une fois, ça nous montrera l'incompétence crasse et le fait surtout, parce qu'à la fin, qu'ils aient pris cette décision, en examinant les pour, les contre, en communiquant énormément entre eux, voilà, tu vois, que ce soit fait en bonne intelligence et qu'ils décident d'aller sur la proposition de beIN des 100 millions. Pour différentes raisons. Sur le principe, pourquoi pas? Là, parce que malgré tout, c'était la proposition qui, à l'instant T, avait sur la table, qui représentait le plus de pognon. Bon, d'accord, très bien. Mais ce qui rend complètement zinzin, c'est que les mecs, en fait, ils peuvent pas se parler. Ils se parlent pas.
Bah, Donc, non. Ouais. t'as pas de communication. Donc, la décision est prise uniquement... elle est prise dès le début, déjà, parce que la Brune, il ouvre. C'est une folie. Il ouvre, il n'y a pas de débat. Il ouvre, il met... En gros, la visio, elle sert à rien. Si t'attaques en disant « Merci le Qatar, merci Nasser, merci Bein, merci le PSG de nous donner 100 patates pour un match par semaine, ben à quoi sert la visio ?» Donc, si tu veux, tout ça est... Comment dire ? C'est... on est dans une pièce de théâtre monumentale où on t'explique qu'il y a peut-être un sujet, alors qu'il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de sujet puisque la décision est déjà prise avant que la visio commence. C'est complètement dingue. Donc, bref. Et après, évidemment, bon, tu peux sortir un peu du sujet droit de Ligue 1 parce que de toute façon, on n'aura évidemment aucun rôle décisionnel dessus, malheureusement. Hein, en tant que consommateur, on aurait peut-être dû justement pas prendre DAZN, mais à un moment donné, le foot nous a manqué. Et puis, ils ont un peu réduit leur prix aussi. Ça a quand même joué parce que sinon, je sais pas où on en serait. Donc, bon, à voir. En espérant surtout qu'à un moment donné, ça s'améliore, quoi. Je t'entends pas. Hein. Attends, j'ai un problème. Big up, big up à Bébé Jazz qui lâche son prime. Et rejoint le trio d'attaque. Le trio d'attaque, puisqu'ils ne sont que 2 à avoir lâché leur prime dans cette buvette de foot. Et un prime qui réunit donc Édouard Laroche. Je me demande s'il n'y a pas... Oui, on n'arrive même pas à connaître les seuls mecs qui nous suivent, c'est extraordinaire. Maxime Barrier et Ludo Fournier, sûrement. Ludo Fournier, pardon. Et donc Bébé Jazz qui rejoint cette attaque. Voilà. Et donc, donc moi, je suis d'accord avec toi. Je suis même plus... corruption. Corruption. Non, moi, je rejoins aussi... voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, je rejoins l'idée que, en fait, qu'il y ait un seul mec qui fasse le fou, qui a un conflit d'intérêts, c'est une chose. Mais s'il y a un vrai, comme on dit, comme le dit Riolo, un vrai décisionnaire, un vrai représentant de la Ligue, un vrai représentant de la Ligue 1 pour les vrais... C'est même pas de la Ligue 1, c'est du football français professionnel. La survie de ce football français. C'est-à-dire comment on va faire en sorte qu'on subsiste, on existe encore, qu'on va mettre en avant ce produit, mais avant de le mettre en avant, ce produit, au vu de la situation économique du football, eh ben, il faut arriver à survivre. Et à survivre, c'est arriver à faire vivre les clubs grâce aux droits télé, puisqu'en plus, le business model de tous les clubs du foot français est tellement bien fait qu'ils ont tous décidé, pour certains, de baser 80%, j'exagère bien sûr, de l'argent généré autour des droits télé. Les droits télé. Donc aujourd'hui, quand tout va mal, on est à, comme on l'entend, à 30 000 euros près. Hein, on est à 30 000 euros près. Et donc, attends, je finis. Ouais. Tout ça pour dire que accepter que la Brune, en gros, remercie le Qatar, nanani, nanana, et amène les droits télé et mettre en porte-à-faux tout le monde suite à ces décisions sur le diffuseur, qui va diffuser, à combien, Enfin bon, j'arrive même plus à rappeler tout ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui, en fait, il n'y ait plus personne qui ait envie ne puisse, c'est même pas une envie, ne puisse regarder ce foot. Puisque, 1, ça coûte trop cher. 2, la chaîne, c'est pas une chaîne qui est forcément diffusée sur une plateforme comme MyCanal, parce que l'avantage de Canal+ et de beIN Sport, comme on peut parler de beIN Sport, tu vois, mais on est plus à même à s'abonner à beIN Sport, puisque c'est diffusé sur Canal+, sur MyCanal, sur une plateforme, ce que DAZN ne sera pas, n'est pas. Donc en plus, l'accès à ça devient encore plus compliqué purement techniquement. C'est même pas une question de... Voilà. Et donc... en tant que bonne étude de marché menée, en tant que bon étudiant ayant eu son master, ayant eu de très bonnes alternances, un très bon stage, un très bon premier boulot, un très bon piston en tant que très bon chef d'entreprise, on ne s'est pas dit qu'il y a des produits de substitution à côté qui sont, depuis déjà la nuit des temps, mieux que la Ligue 1. Et donc, on ne s'est pas dit qu'aujourd'hui, pour une quinzaine d'euros, on a la Première Ligue, on a potentiellement la Ligue 1, on a la Ligue des Champions, et pas la Ligue 1. Et ouais. Putain, mais il faut se rendre compte que pour 40 euros, par mois, on doit se taper la Ligue 1. Pardon.
On doit se taper Ouais, complètement. 70% de la Ligue 1. Et t'as un mec voilà, qui défend ça. Et La Brune voilà, amène le foot français, donc les consommateurs, à devoir en gros se dire mais attends, mais pourquoi j'irais regarder de la Ligue 1? Pourquoi j'irais regarder de la Ligue 1? On me demande de me ruiner pour regarder ça. Je vais pas le faire. Je vais les regarder de temps en temps, puisque de toute façon, le produit il est éclaté. On va regarder que les 2-3 matchs intéressants, la Coupe de France et la Ligue des Champions. En plus, la Coupe de France, on s'y désintéresse du coup, vu qu'on sait même plus ce qui se passe en Ligue 1, tu vois. C'est pour dire, regarde, Nice, il en parlait très bien, Riolo, hier. Nice, t'as des joueurs comme Guessant, les gens savent même pas qui c'est. Les gens ne savent Ouais, pas bien qui c'est, tu sûr, vois. mais parce que les gens voient pas les matchs. Mais alors, moi, il y a un autre truc sur lequel je veux revenir absolument. Parce que je pense que peut-être là où tout se joue aussi par rapport à cette ligue. Outre tout ce que tu as dit, qui revient même un peu sur le sportif, qu'on oublie pratiquement, évidemment. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que les présidents font plus parler d'eux que les joueurs sur le terrain. C'est quand même extraordinaire. Mais tout ça vient de leur décision. Mais moi, ce qui me fait dire que peut-être on va réussir à être sauvé, c'est que si c'est des entreprises un tant soit peu gérées normalement. Normalement, la Brune, faut quand même savoir, donc là, la réunion, c'est le 14 juillet dernier. Hein. La saison débute le 10 août, on va dire, un truc comme ça. Donc, un mois avant, en gros, ils prennent la décision, actée, ça y est, on a 500 patates et on y va comme ça. Soit 50% de la somme annoncée par la Brune, il y a encore un mois et demi avant. Normalement, dès que la saison est finie, les comptables des clubs, alors je pense, si c'est des entreprises gérées normalement, je parle un peu sans savoir, mais je me dis que ça doit quand même être le cas, les mecs font un budget. À partir du moment où ils font un budget sur des droits télé, comme tu le disais, tu as pris l'exemple 80%, le club qui, dans son budget, a la part la plus importante de droits télé, c'est Montpellier, avec 70%. Donc, tu n'es pas si loin de la vérité, tu vois. Donc, évidemment, il y a d'autres clubs, c'est différent, comme le PSG, c'est une marque mondiale, rien à voir, faut pas comparer. Mais pour les petits clubs de Ligue 1, ça va être entre 50 et 70%. Quand 50% de tes revenus sont basés, et que tu dois les budgétiser, c'est-à-dire prévoir pour l'année d'après, ils les budgétisent forcément, même s'ils se sont dit une petite marge d'erreur. Ils ne les ont peut-être pas budgétisés avec 1 milliard de droits télé, mais ils les ont au moins budgétisés avec 20% de moins, au moins 800 millions. Et ils se retrouvent avec 500. Donc déjà, la coupe budgétaire que ça aurait dû mettre à ce moment-là, normalement, le 14... Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, c'est que normalement, par exemple, même un Caillot, à Reims, même tous les présidents de Ligue 1, même Longoria, même n'importe qui, tu te dis, bon, le gars t'annonce 1 milliard. Admettons qu'il se plante un peu parce que tu es quand même une entreprise gérée sereinement. Tu dis, bon, on va partir sur 800 millions de droits télé. Là, tu fais ton budget. Un mois plus tard, tu te rends compte que tu n'auras que 500 millions. Si tu en es là. Ah, ça a frisé, non? Tu m'entends? Non, je t'entends. Si tu te rends compte que tu as que 500 millions, quand tu arrives à la visio où le mec t'annonce 500 millions, qu'est-ce qui se passe normalement? Tu lui insultes sa grand-mère. Voilà ce qui doit se passer. Parce que tu dois lui dire, t'es incompétent, il faut démissionner, monsieur. C'est pas possible d'être aussi, je veux dire, dans n'importe quelle entreprise, évidemment, je vais peut-être un peu loin, mais enfin, dans l'ensemble, tu dois lui dire, vous êtes incompétent, monsieur, et il faut partir. Voilà, alors on va peut-être les prendre, les 500, parce qu'on a que ça, et de toute façon, maintenant, la saison, elle attaque dans 3 semaines, si tu veux, donc il faut quand même, à un moment donné, il faut bouger, prendre des décisions et avancer, certes, mais c'est une folie qu'après cette réunion-là, franchement, moi je trouve ça fou. Parce qu'en plus, c'est que Nasser lui sauve un peu la mise. Sinon, on n'est pas à 50% de l'objectif, on est à 40%. Puisque Dazon offre 400. Sans les 100 de Bein, tu parles que l'autre, il est là, il arrive, boîte. Alors bon, je pourrais même être vulgaire. Parce qu'à ce point-là, c'est évidemment que bon, il lui cire les pompes. Il lui cire les pompes. Elles sont magnifiquement cirées. Mais il ne peut faire que ça, la Brune. Sinon, il arrive, il démarre la visio. Bonjour, messieurs, on a 400 patates l'année prochaine, c'est-à-dire 40% de ce que je vous ai annoncé. Moi, je suis agent immobilier dans la vie de tous les jours. Je propose 40% du prix de vente. Je fais une estimation. Je fais une estimation d'un bien immobilier auprès d'un propriétaire. Le propriétaire, il me fait confiance. Il me dit, allez, vends-moi cette maison 100 000 euros. On va faire très simple. J'arrive avec 40 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer? S'il n'est pas violent, je m'en sors bien. Et c'est normal. Qu'il y ait de la négociation, qu'il ait vu un peu large. Une chose, 20% de négo, je veux bien. Même 30%, j'aurais dit bon. On s'est un peu moqué de nous, mais allez. Il est revenu avec 40%. Et son pote l'a sauvé. Son pote l'a sauvé à 100 millions. 100 millions de plus pour arriver à 500. Moi, c'est ça qui me paraît fou.
Et je me demande comment les clubs de Ligue 1 ont budgétisé pour ne pas mettre fin à leur collaboration avec Vincent Labrune immédiatement. Moi, c'est ça qui me paraît le plus fou. Jazz, non, Jazz soulève une bonne info avec le comptable le 30 juin. Donc la DNCG a validé les budgets sans savoir les droits télé. Ça, c'est fou quand même. Ça, c'est complètement fou, ça. Et en plus, déjà à l'époque, on était dans le rouge et on savait même pas, jusqu'à la dernière seconde, à 30 juin, il n'y avait pas un monde, on savait où on était. Même fin juillet, on savait pas où on était. Ça, c'est une folie furieuse. Et à quel point la DNCG ne peut pas faire son travail. Elle ne peut pas faire son travail parce que l'entreprise gérant le football français professionnel est complètement incompétent et n'a aucune vision réelle sur ce que va être le foot français. Et on est toujours dans il faut qu'on survive demain. Tu es dans un appel d'argent permanent. Ça s'est vu avec CVC. Il ne faut pas oublier ce qu'est l'accord CVC. Mais franchement, c'est quand même assez fou qu'une entreprise soit gérée comme ça et que le mec soit encore à sa tête. Alors, paraît-il que c'est quoi, à la fin de la semaine, là, ils font une espèce de réunion. Peut-être qu'il va sauter, on verra. Mais de toute façon, qu'il saute ou pas, c'est déjà une folie. Je veux dire, CVC, pour moi, ne serait-ce que cet accord-là, devrait finir en justice. Je l'espère sincèrement. J'ai jamais vu, moi, un accord à vie. Enfin, alors j'ai pas une culture. Je veux dire, je peux me tromper. Il y a le mariage. Une culture du business. ouais. Et bon, mais t'as la possibilité de divorcer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des possibilités de sortir. Là, t'as pas de possibilité de sortir. C'est-à-dire qu'à part couler la Ligue 1 et remonter une autre société, mais finalement, écoute, on a, parce qu'il y a Gérard Lopez qui a coulé Bordeaux, nous on a Vincent Labrune, il va peut-être bien réussir à nous couler la Ligue 1 si on le laisse indéfiniment. Écoute, moi je sais pas, je sais pas, je pense que ça va être si la Ligue 1 coule, ça serait une catastrophe économique et forcément sportive dans l'instant T, mais est-ce que l'un dans l'autre. Alors là, c'est vraiment un discours de troubadour. On va repartir avec des bâtons et des cailloux et on va refaire le monde. Alors, le truc, c'est qu'en fait, en réalité, en faisant ça, c'est que d'un côté, tu vas te dire ouais, on va repartir avec des jeunes du cru, sauf que c'est pas possible. C'est-à-dire que tous les clubs vont fermer leur centre de formation, tout le monde va. Mais l'un dans l'autre, on pourrait croire qu'on repartira de zéro. Et on peut être utopiste à se dire tiens, ouais, on va faire jouer les jeunes, on va retravailler avec le centre de formation. Sauf qu'en réalité, ce centre de formation, il va fermer. On va fermer les salariés. On va virer les salariés, pardon. On va se séparer de gens qualifiés qui font que les clubs tournent. Et en réalité, on irait là pour le coup avec des cailloux et des bouts de bois et on n'aurait plus rien pour bosser. Ne serait-ce même pour arriver à garder nos jeunes, arriver à les former, etc. Bon, après, je me fais pas de soucis sur le bénévolat, bien sûr, mais néanmoins, tu vis pas sur le bénévolat à leur niveau. Donc, non, je sais pas trop si le foot français serait capable de. Je pense que là, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, là, c'est réglé pour la fin de saison. On est sur une saison qui va finir avec des. On va avoir énormément de clubs. Quand tu vois Montpellier qui va descendre sûrement en Ligue 2, attention. Des clubs comme Le Havre qui se battent malgré tout avec leurs armes. Mais Le Havre, ils vont être en Ligue 2. Et le pire, ils vont être en Ligue 2. Mais est-ce qu'ils vont arriver même à survivre en Ligue 2 avec ce qu'ils ont dans les poches? On ne sait même pas si les clubs de Ligue 2, apparemment les 3/4 des clubs de Ligue 2 sont à deux doigts de flancher aussi. Parce qu'on pense qu'à la Ligue 1, mais forcément, ça va découler sur la Ligue 2. Évidemment. Je sais pas trop où est-ce que ça va aller. Je sais pas trop si les grosses écuries vont survivre. Après, je comprends que du coup, un Longoria soit fou. Les matchs d'après, parce qu'effectivement, la Ligue des Champions va être primordiale, parce que sans ça, il n'y a plus d'oseille pour les gros clubs. Donc ouais. Alors après, ça, pour moi, c'est un tout autre sujet, malgré tout. D'ailleurs, ça m'intéresserait de voir ce qu'en dirait notre ami Jazz. Je sais pas s'il est encore avec nous. Bon, enfin bref. Parce que pour moi, il y a pour avoir vu le résumé, pour avoir aussi, c'est-à-dire, il n'y a aucune décision, comment dire, absolument incontestable où il y a un bras comme ça, avec main dans la surface, volontaire. Tu vois, comment dire? On peut considérer qu'il y a des erreurs d'arbitrage, mais c'est soumis à interprétation. Moi, sincèrement, j'ai pas compris le pétage de plomb. Je suis peut-être pas assez supporter, je suis peut-être pas, j'en sais rien. Tu sais, tu te remets en question, presque. Tu te dis putain, là, je défends pas mon club quand même.
Ah non, excuse-moi, je défends pas mon club quand il prend 3-0 contre Auxerre, que au moment du fameux carton rouge qui fait péter les plombs à Longoria, en fait déjà c'est un double jaune. Donc oui, pour moi les 2 cartons jaunes, je suis désolé, ils y sont parce que le deuxième geste, ok, il prend le ballon, mais c'est pas maîtrisé et il peut complètement lui faire mal. Et il y a d'autres gestes. Si le geste est maîtrisé, il aurait pu envoyer une reprise, réussir à éviter le gars, en tout cas faire mieux, j'en suis persuadé. Si t'es pas à la bois comme ça dans ce match-là, pour avoir pu pas regarder le match en direct, mais avoir regardé une bonne partie. Ben, en fait, si tu veux, normalement, tu ne dois pas te retrouver dans ce type de situation. Tu dois pas te retrouver dans la difficulté. Tu dois pas te retrouver à la 60e, prendre déjà ton deuxième jaune quand tu es défenseur central et que tu joues contre Auxerre. Et que tu perds déjà 1-0. Alors, certes, Auxerre a mis en place une stratégie contre l'OM, ça me fait penser à celle de Strasbourg, qui est extrêmement bonne. Qui est des décisions un peu moyennes, à la limite, pourquoi pas. Mais tu as pris 3-0, mon pote. Tu as pris 3-0 et au moment de la 60e, tu as peut-être une occasion, au moment du rouge, donc, hein, qui fait vriller notre président Longoria. Si tu veux, tu as une occasion, tu perds 1-0 et excuse-moi, pour moi, interprétation, il y a rouge. Donc, allez me dire que le championnat est corrompu. Hein, t'es deuxième de Ligue 1, t'as 6 points d'avance, tu te mets le feu tout seul. C'est pas compliqué. Et là, alors là, moi, je comprends pas le rapport. J'écoutais ça hier aussi. Le rapport avec le contexte LFP. Que Marseille ait été une serpillière sur le CVC et se couche devant Nasser. Ça, c'est un fait, c'est un état de fait. Ça, c'est factuel. C'est clair et net. Marseille ne veut pas, comme à l'époque de Tapi, comme à d'autres époques qui étaient tout à fait qu'on pouvait évidemment critiquer, mais même à l'époque de Pape Diouf, avoir beaucoup d'importance dans l'institution du football français. Aujourd'hui, Marseille, visiblement, n'en veut pas. La seule chose qu'ils ont mis en place, c'est d'être respectés par des arbitres. Plus ils en parlent, plus il y a de problèmes. Donc, pour moi, c'est ça qui est corrélé. Pardon, certainement pas le fait que parce qu'il y ait des problèmes à la Ligue, Longoria pète un plomb. Alors, qu'il soit sous pression, fatigué, qu'il ait du boulot par-dessus la tête, je dis pas le contraire. Ça doit certainement pas être un métier facile qu'être président de l'Olympique de Marseille. Maintenant, tu dois aussi, à un moment donné, prendre un peu de recul sur ce qu'est le football. Et surtout, prendre un peu de recul sur ce qu'est la saison de l'Olympique de Marseille. Quand tu vois ce qui se passe, péter un plomb pareil, alors que tu es toujours deuxième, tu as toujours 6 ou 5 points d'avance si je me trompe, et que tu as encore des matchs abordables à venir, prépare-toi plutôt. Va passer une trempe à tes joueurs, à ton coach, qui à un moment donné, après tu peux leur dire, bon, admettons, pareil, interprétation, les mecs sont pas d'accord, si tu veux, pourquoi pas, je veux bien, moi, qu'ils se disent qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Très bien. Mais pas comme ça, pas en parlant de corruption. En fait, si c'était complètement évident, s'il n'y avait pas sujet à interprétation, si le rouge de Cornelius, c'était une pichenette sur l'épaule, bah quand même pas. Il lui rentre son genou dans le bassin, à plus que vive allure. Alors certes, il prend le ballon, et il arrache tout, le mec, en fait. Ouais. Et il le fait avec son genou, c'est peut-être plus violent. Enfin, tu vois, il le ferait avec son pied, c'est à peu près la même chose. C'est pas un, comment dire, son genou a rien à faire sur son bassin. Ils vont me dire que si, les mecs, c'est complètement fou. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis désolé, Marseille a complètement raté son match. Marseille a pris 6 buts par Auxerre sur l'aller-retour. À un moment donné, regarde-toi dans une glace. Il y a des équipes qui arrivent à complètement contrôler le jeu de De Zerbi. Ça montre aussi que l'OM a des limites, est une équipe de Ligue 1, rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Et restons à notre place, allons travailler, préparons les matchs suivants, on a encore de l'avance. Inexplicable. Inexplicable, sincèrement. J'ai même presque envie de dire, je vais pas dire impardonnable, parce qu'il a le droit de péter les plombs, admettons. Bon, après les mots, l'importance des mots, bon, ça à la limite, j'ai envie de dire corruption. Non, mais il dit corruption ou autre chose. Quand il pète les plombs comme ça, il pète les plombs comme ça, quoi. Bon, c'est tout. Mais je te rejoins. Inexplicable. J'ai rien d'autre à dire que je suis d'accord avec toi. Il y a un truc à retenir, c'est qu'on comprend pas pourquoi on va péter les plombs comme ça, en fait, pour aucune raison, pour en fait, enfin, je sais pas, en fait, pourquoi. Comme tu dis, en fait, même la faute de Cornelius, elle est évidente. Il y a eu bien pire pour l'Olympique de Marseille. C'est une faute qui est, pour le moins, incontestable, qui mérite jaune, donc double jaune rouge. Ça arrive, comme tu dis, en plus à un moment du match où c'est terminé, entre guillemets, pas terminé, mais voilà, le score était déjà bien avancé, le match était bien avancé.
Et même si tu sais le contexte avec l'arbitre, etc., en tant que président, avec la hauteur que tu dois avoir sur le contexte, sur le match, en plus, tu sais très bien que il y a un contexte autour des dirigeants, avec les dernières révélations qu'on a vues en vidéo. Tu peux pas te permettre de te mettre en difficulté comme le fait Longoria. En plus, il a Benassia qui a déjà été pénalisé. Donc là, en fait, en réalité, comme on dit, on peut pas comprendre un pétage de plomb, mais un pétage de plomb, c'est un pétage de plomb, justement. C'est-à-dire que là, et puis c'est un sketch dans les couloirs, c'est-à-dire qu'il le fait volontairement, et on le voit en plus avec la caméra, mais même avant ça et après ça, il est complètement fou, en fait. On sait même pas pourquoi il fait ça. Il lâche des mots qui, je pense, lui, le dépassent. Il est juste dans un état second qui fait qu'en fait, il lâche ça constamment. Et c'est pas indéfendable, mais c'est incompréhensible. Et après, de là, moi, ce qui m'embête aussi, c'est que du coup, ils vont forcément tous s'acharner sur lui. Il l'aura pas volé. Mais bon, voilà, après, c'est tout le monde traite... tout le monde pointe du doigt l'un qui dénonce, l'autre qui dénonce, en mode « Ouais, mais toi, t'as fait ci, t'as fait ça. » Ah, les gars... Le problème, c'est que, comme tu dis, c'est la faute à Marseille, c'est la faute aux joueurs qui, sur le terrain, ont été incapables de contenir cette équipe de OCR, qui, comme tu dis, montre des limites. Du coup, cet Olympique de Marseille montre des limites quand une équipe en face joue très bas, joue avec un bloc qui va tout simplement empêcher toute la créativité, tous les circuits de passe de l'Olympique de Marseille qui sont souvent dus au dépassement, on va dire, entre guillemets, dépassement à des courses d'un peu plus loin. On va dire quand on fait des actions statiques comme peuvent le faire le Paris Saint-Germain, des phases arrêtées, des phases un peu de conservation, décalage. Ça, l'OM a beaucoup de mal à créer ça. Et voilà, après, il faut savoir aussi accepter qu'une saison, c'est long, que tu tombes 2 fois sur la même équipe qui te tord. Donc, effectivement, c'est pas grave. Le problème, c'est que... Voilà, il y a surtout des... C'est exactement ce que tu dis. Je pense qu'il y a des leçons sportives à en tirer, mais péter les plombs de cette manière, franchement, c'est des joueurs, Benasser, la seule chose que... On a des joueurs qui sont dans cet effectif qu'on peut-être on croit plus beaux qu'ils ne le sont. Alors ils ont un très bel effectif, l'OM, on va pas l'enlever. Mais des joueurs comme Benasser sur un match contre Auxerre, pour avoir vu, c'est pas un joueur qui va t'apporter quoi que ce soit. Il y a pas même un Rabiot, que tu le veuilles ou non. Quand tu as déjà le ballon et que en fait il te manque de la verticalité, de la vitesse, de la prise d'initiative et de la créativité. Et ben là, t'es toujours en manque parce que malgré tout, ce milieu créatif là, c'est évidemment ultra difficile à rechercher. C'est souvent des profils irréguliers, donc c'est particulier évidemment. Mais ce profil-là, réellement, l'OM ne l'a pas. Et en plus, même pour un créatif, là, tu vois, sur ce type de match-là, c'est vrai que c'est assez compliqué avec une équipe d'Auxerre qui joue sa partition de manière très, très collective et franchement très cohérente. Donc l'un dans l'autre, moi, c'est même... Je veux dire, les joueurs passent à côté aussi, ils ont le droit, parce qu'en effet, c'est une équipe de Ligue 1, bonne équipe de Ligue 1, très bonne équipe de Ligue 1, très bon effectif de Ligue 1, mais une équipe de Ligue 1, donc il va y avoir évidemment des manqués. C'est pas une équipe qui est complètement au-dessus comme peut l'être Paris de ce type d'équipe. Et en plus, le jeu de De Zerbi est assez encore pour le moment stéréotypé avec des joueurs limités pour être pris à défaut 2 fois par la même équipe et par exactement la même stratégie. La même stratégie à l'aller qu'au retour. Et je trouve qu'au retour, je pense qu'Auxerre a eu un petit peu plus de réussite au vu des buts marqués. Évidemment, il y a de temps en temps, ça passe au-dessus de la barre. Là, c'est vraiment en pleine lucarne. Donc, mais ça reste très intéressant. Malgré tout, moi, la seule chose, peut-être, ça nous dit, parce que il y a quand même une interview de Benassia il y a 2 semaines qui nous dit qu'il ne restera pas à l'OM bien longtemps. C'est il y a 3 semaines, si je me trompe. Et tu vois Longoria faire ça. Et tu vois des tas de joueurs, Brassier, par exemple cette année, mais on peut en compter chaque année 3-4 qui sont en incapacité de s'adapter à l'OM. Alors, je crois que ça raconte, en tout cas surtout pour les dirigeants, la folie que ça doit être d'être au sein de ce club et de travailler au sein de ce club. Ça doit, je pense, psychologiquement, être vraiment un métier de tous les jours. Je veux dire, Benassia, quand il le dit, le mec, il sait ce que c'est quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et Juve, Bayern, voilà, il a une vraie carrière, il n'y a pas que le Clermont, le mec. Et pourtant, il a eu des hauts, des bas aussi dans sa carrière. Et il t'explique qu'en gros, il peut pas, enfin, que c'est pas possible, qu'il voit pas sa famille, que c'est vraiment, c'est trop prenant. Et quand tu vois Longoria faire ça, lui qui est toujours excessif, tu te dis que du jour au lendemain, il change un peu de priorité, qu'il serait en capacité de s'en aller aussi. Ou qu'il aurait une autre proposition, peut-être d'un club. Tu as l'impression qu'il y a des clubs mieux placés au ranking européen
et qui sont soumis à beaucoup moins de pression qu'à l'OM. Et c'est une problématique, alors qui paraît un peu folle, vu de l'extérieur, parce qu'on ne le vit pas, on se dit, ok, le stade est beau, les supporters peuvent être très véhéments, et t'as pas l'impression que cette année, par exemple, du coup, la manière dont ça se passe, qu'il y a autant de pression que ça, mais peut-être que si. C'est la seule chose que j'ai du mal à m'expliquer. Peut-être que, encore une fois, n'étant pas marseillais, ne connaissant peut-être pas la totalité du contexte dans lequel évoluent les dirigeants, c'est difficile de comprendre. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je me dis qu'il y a une part du problème qui est dans la structure, la forme, le mythe olympique de Marseille, en plus que simplement dans des problématiques Ouais, ouais, je d'arbitrage. pense que Voilà. ça s'ajoute aussi à une espèce d'environnement cette saison de Ligue 1 circus, j'ai envie de te dire, avec toutes ces histoires, encore une fois, de droits télé, de conflits entre présidents, de dénonciations d'arbitrage tout au long de l'année, de c'est la faute à un tel, un président qui va cracher sur un autre, puisque Textor va cracher sur Nasser, Nasser sur Textor, Ravanelli sur Textor. Enfin, on est dans un espèce de cercle d'un cirque, voilà, c'est purement le mot, le cirque, la Ligue 1, Complètement. qui en plus n'aide pas, puisque normalement, même dans les autres championnats, même s'il y a des présidents qui se tirent la bourre, ils sont tous quand même Florentino Pérez le dit, c'est pas bon quand même pour les affaires quand le Barça et le Real n'arrivent pas quand même à se mettre entre guillemets autour d'une table pour mettre en avant le produit et pour qu'en face, ensemble, de l'oseille. Bien sûr qu'à la fin, si on est en table finale, on va être en 1 contre 1 et on ira chercher les tapis. Il n'y a pas de souci. Par contre, même en Bundesliga, même en Première Ligue, il n'y a pas. Alors, en tout cas, on le sait pas, mais j'ai pas vu des vidéos. Ça serait sorti, on l'aurait vu, des folies comme ça entre présidents, au quotidien. Le fait de pouvoir être dans un couloir, de pouvoir faire un cirque comme ça, de voir les présidents arriver avec des chapeaux. Je vois pas ça ailleurs. Je vois pas ça ailleurs. Gros. C'est The Office. C'est The Office. C'est même en Italie. Alors ouais, t'as Ibra qui traîne un peu, qui fait un peu... Ouais, tu vois. En Espagne, Florentino Pérez, tout ça. On les voit pas dans les travées. On les voit, on fait des grands zooms au loin avec leur air de mafieux de là-haut. Mais pas plus. En Bundesliga, ouais. Mais il y a pas ça. Donc forcément, t'y ajoutes ça. T'y ajoutes cette atmosphère globale. Les mecs pètent les plombs. T'as l'impression personne se tire vers le haut. Alors, avec des épisodes comme ça va pas aider le foot. Or, on va trouver ça drôle, mais ça va pas aider le foot. Ça va pas aider aux droits télé. Ça va pas aider à promouvoir le produit. Ça va pas aider. Ça va pas donner envie aux gens de regarder le produit. Ça va pas aider au spectacle proposé entre les arbitres et les joueurs et tu vois. Donc l'un dans l'autre, tout le monde se tire vers le bas. Et comme le disent certains, bah c'est vous qui avez voulu ça. C'est vous qui avez voulu une Ligue 1 comme ça, puisque de toute façon, depuis le départ, on nomme des arbitres à des matchs où on sait très bien que ça va être l'enfer pour lui et qu'il y a un conflit entre le club et cet arbitre-là, qui en plus, je trouve assez ouf aussi, qu'un arbitre ait pu s'afficher avec les couleurs d'un club, alors que la première des choses, c'est d'abord d'être neutre. C'est impossible. Mais en Angleterre, c'est arrivé, les mecs... Ils ont dégagé en Angleterre, les mecs qui ont eu des soupçons de doute et qui ont été avérés, entre guillemets, ça dégage, tu vois. Donc malheureusement, même un arbitre où en Espagne, j'ai entendu aussi des arbitres où on avait des tiens, il est un peu plus catin, etc. Non, c'était mis de côté, il n'y avait pas d'histoire. Il y en a eu, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais au niveau que ça a pris pour que Longoria pète les plombs à ce point-là et mette tout sur le dos de l'arbitrage pour crier à la corruption. Donc en gros, il remet tout sur ça, il en oublie carrément le score, la prestation de ses joueurs, d'un Quentin Merlin qui a pris la tempête, d'un Cornelius qui maîtrise pas son geste, d'une équipe globale qui a pas été bonne. Et ben, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Exactement. Et là, tu vois, pour parler juste un petit peu de foot et notamment de performance individuelle, et il va falloir se rendre compte que, si tu veux, à partir du moment où toute la structure, justement, tu parlais de structure de l'équipe de De Zerbi, était particulière et demandait énormément de mouvements, de dépassements de fonctions, notamment des ailes, la qualité aujourd'hui d'un Quentin Merlin est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on lui demande. Et moi, je le trouve vraiment défaillant depuis début janvier.
Je l'ai trouvé plutôt intéressant sur la première partie de saison. Là, la deuxième partie de saison, sur ce début, en fait, tu as une grosse problématique de qualité physique maximum. C'est-à-dire que tu rencontres des équipes qui peuvent avoir des arrières droits avec des pieds complètement carrés, mais avec des qualités physiques athlétiques énormes, où il ne va pas réussir à dépasser. Et quand il réussit par un mouvement collectif à dépasser, eh ben, ça va être la finition, la qualité du centre. Donc je trouve que voilà, il y a trop de domaines en fait où il est juste bon. Je sais pas si tu vois ce que j'arrive à Si, dire. bah, en fait, c'est typiquement le Techniquement, il est profil. meilleur que tous les autres arrières gauche de Ligue 1, t'as l'impression, mais pas vraiment. Tu vois, c'est un peu particulier, quoi, tu vois. Et, par exemple, un Tagliafico qui m'a l'air évidemment plus technique, mais encore moins physique, et ben, t'es dans un parti pris un peu de joueur. Ça va être un joueur qui est très technique, qui finalement est meilleur défensivement parce qu'il est obligé d'être meilleur défensivement parce que il est obligé de mieux se placer, il est obligé de, comment dire, il peut pas se faire prendre de vitesse trop rapidement parce qu'en fait sinon il se fait fumer à chaque fois. Donc il est obligé de développer un peu son intelligence de jeu. Merlin, soit on lui en demande trop par rapport à ses qualités, Ouais, soit il n'est pas en capacité vraiment ouais, je pense qu'on comment est, dire, tu de vois, s'adapter à ses adversaires. moi, tu vois, c'est comme quand je te parlais des équipes de Guardiola, de certains joueurs, tu vois. Bah moi, Quentin Merlin, c'est déjà, même quand il signe à l'OM, bon, ça, on va pas remettre en question son début de saison qui est plutôt correct et même bon, mais tu vois, c'est typiquement le type de joueur qui, pour moi, ils ont des qualités, certes, mais ils sont surtout bonifiés par le collectif, là. Là, c'est pas un joueur qui va effectivement être la clé de voûte du côté gauche de l'Olympique de Oui. Marseille. Ça va pas être le joueur, ça va pas être, tu vois, par rapport à un Klose, il a rien de plus d'un Klose, hein. Voilà, il a peut-être presque un petit peu moins que Klose. Le problème, c'est qu'il est fiable, voilà, il tient la baraque. Et dès qu'il a un client en plus touché par la grâce, comme Gaëtan Perrin, qui, bon, bah ouais, le mec, il lui fout 3 mètres sur le entrée de surface, il le lucarne. Ouais, bah, encore une fois, on découvre pas Quentin Merlin. Est-ce que Quentin Merlin, intrinsèquement à son poste, intrinsèquement, est pas à même peut-être d'arriver à un niveau de Rongier? Oh, calmez-vous. Mais est-ce que Rongier, tu vois, n'est pas un joueur aussi qui est dans un contexte qui fait qu'il est devenu ce qu'il est, Rongier? Quentin Merlin est à son poste, il deviendra peut-être ce qu'il deviendra, donc peut-être un latéral gauche fiable de l'OM, mais on n'apprend rien. Je veux dire, Oui. Ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux, malgré tout, notamment quand tu vois une amélioration, tu te dis jusqu'où va-t-il aller? ouais. Et aujourd'hui, tu constates que où il va n'est pas assez loin. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Quand Merlin arrive à l'OM, tu sais que tu n'as pas recruté Marcelo ou le futur Marcelo. Ça là-dessus, on est très clair. Mais tu vois ce que je veux dire. Tempérons, malgré tout, il y a par exemple un Luis Enrique. Oui, ouais, je suis À d'accord. la base, tu as cru avoir acheté une pipe. Aujourd'hui, c'est un joueur fiable. Tu vois, tu parles de piston droit fiable de l'OM. C'est ça. Excuse-moi, Luis Enrique est plus important aujourd'hui oui. à l'OM que Merlin. La problématique, c'est que mathématiquement, on va dire, on a eu quand même une certaine tendance. Est-ce que c'est mes yeux? J'ai envie de dire qu'on a une certaine tendance à pencher plutôt à gauche. Parce que malgré tout, Merlin aussi propose souvent plus de centres que Luis Enrique, par exemple. Luis Enrique, c'est plutôt du petit espace, ça va venir un petit peu plus chercher l'intérieur, évidemment qu'il centre aussi, mais on va dire moins systématiquement que Merlin qui vraiment colle la ligne et apporte cette solution côté. Donc bon, c'est un petit peu plus particulier, c'est deux profils différents, mais voilà, typiquement c'est deux joueurs que t'attends pas trop, mais il y en a un qui réussit et l'autre qui pour l'instant, moi je trouve, est en difficulté. Ça veut pas dire qu'il fait rien ou qu'il fait mal, mais on attend mieux encore. Voilà, le niveau d'exigence à l'OM, il est encore plus haut que ce que pour moi il est en train de produire. Et un des soucis, un des trucs qui est un peu inquiétant, pas inquiétant, mais un des trucs qui arrive souvent à l'OM depuis maintenant des années, c'est qu'encore une fois, est-ce que Merlin va rester l'an prochain? Est-ce qu'on va devoir encore miser sur d'autres joueurs? Est-ce que non, tu parles de Rongier, il va partir. Ouais, voilà. Moi, je suis persuadé qu'il va partir. Ce qui est dommage, c'est qu'on recrute des joueurs. Tu vois, on va avoir recruté Benasser, Rabiot, etc., etc. T'es même pas sûr de les avoir l'an prochain. Très bien. Il faut penser au jour le jour. Mais est-ce que les joueurs que tu achètes au jour le jour, là tout de suite, si aujourd'hui tu dois critiquer l'Olympique de Marseille, t'en es 100% satisfait. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1. Ils ont un effectif de qualité. Ils sont où ils sont. Certes, il y a eu erreur à Auxerre, mais tu peux pas
Si tu veux t'amuser à regarder vraiment le niveau intrinsèque des joueurs de Marseille, dans ce cas-là, arrêtons de comparer l'Olympique de Marseille avec le Paris Saint-Germain. Arrêtons de croire que l'Olympique de Marseille est aussi fort qu'on le pense et peut aller concurrencer le Paris Saint-Germain. Peut-être que déjà à partir de là, on va relativiser beaucoup de choses et on va se dire bon bah ouais, il y a eu une bévue contre Auxerre, et ben passons outre. Ça va pas remettre en question le niveau intrinsèque des joueurs qui peut-être ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Un Benasser, un Rabiot, un Merlin. Merlin, personne s'est enflammé sur Merlin, mais peut-être qu'un Greenwood. Ah, Greenwood, c'est un très bon joueur, mais dès que c'est un peu restreint, il les a eu les occasions. Et là, il doit être tueur et vraiment faire la diff s'il veut vraiment être du très très haut niveau comme peuvent être finalement un Dembélé. Voilà, par rapport à Greenwood, c'est 3 fois Greenwood. 3 fois Greenwood à l'heure actuelle. Aujourd'hui, oui, il n'y a rien à dire. Donc restons calmes. L'Olympique de Marseille a un très bon effectif pour le championnat de la Ligue 1 qui commence à partir de la 2e place. Et voilà. Donc le projet est tel qu'il faut canaliser, je pense, à l'OM sur la suite de la saison. Complètement. Voilà, Clément, on a fait le tour. Si tu veux, tu veux faire un petit débrief de Lyon, PSG Lyon. Oh bah, Même pas. Je vais te le faire le débrief. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Première mi-temps, mec, c'est pas compliqué. Tactique, on met pas de neuf, on se met tous derrière. Allez, zou. On s'est dit advienne que pourra. Et alors, advienne que pourra, j'exagère, je pense pas que Fonseca soit comme ça, mais néanmoins, on a montré qu'on voulait pas être plus offensif que ça. Ça a marché, on a fait un bon 0-0 en première mi-temps, puisque l'équipe a fait son taf, mais avec le ballon dans les pieds, on n'était pas emmerdé avec le foot. Donc à mardi, on a plutôt bien défendu. Et en deuxième, ça s'est emballé. Alors après, le 3-2, ne nous enflammons pas. Paris aurait pu largement en mettre plus. Je veux dire que si on se contente du 3-2, ne croyons pas que l'Olympique lyonnais a fait arme à 100% égale avec le Paris Saint-Germain. Je pense néanmoins que... vu le match, quoi. Ouais, voilà, faut avoir un peu vu le match. Faut canaliser sur les intentions de... Voilà, ne regardons pas que le score. Par contre, il faut que le peuple se réveille. Le peuple français doit se réveiller. Tolisso a 8 Chouameni dans les orteils. Voilà, que ce soit par sa présence offensive, sa présence purement sur le terrain, son rôle qui est normalement être un numéro 8 et pas être un présentateur d'émissions YouTube, à son poste de numéro 8-6. Être capable d'animer un milieu de terrain et ne pas tellement reculer sur le terrain qu'on te demande de t'asseoir face à la caméra. Voilà. Merci Tolisso. Pas animer une émission. The Bridge Zone. Donc, Tolisso, reviens tel la lumière qui touche le cristal sans le tâcher au milieu du terrain français et viens réanimer et redonner un peu de chatte à Didier Deschamps dans ce milieu de terrain. Merci. Et le Real Madrid n'est pas si loin que ça, tout compte fait. Finalement, un pont. N'y aurait-il pas un pont entre ces deux joueurs? En tout cas, il y a un viaduc peut-être. Oui. Oui. Parce que franchement, je suis plutôt d'accord avec toi. Match très complet encore de Tolisso. Après, oui, c'est vrai que finalement, t'as peut-être un peu raison. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Tant l'écart entre les deux équipes est important. Et finalement, je pense que le but qui symbolise bien le match, c'est le 3e. Avec, on fait rentrer notre attaquant qui joue pas trop, mais qui fait des bouts de match, des fins de match, et qui généralement, en fin de match, en tout cas, est intéressant et apporte quelque chose. Tu viens d'en prendre un, donc tu es à 2-1, l'importance du fameux 3e but dont on n'entend pas souvent parler cette saison. Donc, normalement, voilà, tu es dans un... Et là, tout de suite, le PSG te répond « Non, monsieur, pas du tout. » C'est ça. Calmaté, on est là, on vous éteint tout de suite, on fait rentrer notre remplaçant qui te met une roulette sur ton défenseur et derrière, après, il y a toute la lucidité d'Hakimi pour aller finir. Ouais, on se rend Parce que par contre, Kang In-lee, moi d'ailleurs, je tiens à souligner simplement un truc qui m'a énormément, qui m'aurait en tout cas énormément énervé si j'avais été supporter parisien, c'est, je sais pas si tu l'as en tête, mais justement, à quelques minutes avant, il me semble qu'il y a déjà 2-1. À un moment donné, comment on l'appelle, Kang In-lee, il vient de passer vraiment la ligne médiane complètement côté droit
Mais on est quand même sur une action de contre, puisque Lyon avait le ballon avant. Voilà, on est vraiment sur une... Et là, il a le ballon dans les pieds et tu vois, il fait calma, calma les gars, et on va jouer au ballon. Je sais pas si c'est juste avant le 2-1 ou juste après. Dans tous les cas, moi, ça m'insupporte. Et alors, peut-être que ça n'a rien à voir avec lui et que c'est des consignes de coach. Quand il est rentré, on lui a dit, voilà, faut on lui a pas dit de faire des grands gestes pour dire calma. Hein? On lui a pas dit de faire des grands gestes pour dire calma. Oui. Déjà, qui es-tu pour imposer le rythme? Déjà, donne le ballon à des gars qui sont titulaires. Calme-toi. Ouais. Déjà, toi-même, voilà, mets-toi un peu de glace sur le front. Et en fait, insupportable parce qu'il y a un vrai contre à jouer et le mec le joue pas. Le mec le joue pas. Il se trouve que bon, globalement, l'équipe, même lui, il fait la passe, ce qu'on va appeler une passe décisive. Il décale Hakimi, quoi. Bon, voilà, c'est certainement pas une grande passe décisive, mais enfin, bon, on peut la compter telle quelle. Parce qu'il aurait pu saisir sa chance aussi et essayer de frapper. Mais bon, il a préféré la donner à un véritable joueur. Donc, à la limite, c'est la seule anecdote que j'aurais du match, parce que sinon, oui, c'est vrai que Paris a roulé sur Lyon. Lyon s'est quand même battu avec ses armes. Une compo un petit peu particulière. Bon, Cherki, il a rien fait. Bah ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. On se battra avec nos armes. Mais non, non, mais nos armes, c'est fini. Je veux dire, faut arrêter. Il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart. Ouais. Bah, ça sert à rien de parler. Mais il y a trop d'écart avec tout le monde. Mais oui, c'est Paris. Un match contre Paris, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien de parler contre Paris. On a eu, même quand on a eu, je sais même pas pourquoi on parle de. C'est même pas le même sport. Donc vivement la Ligue des Champions pour Paris. On leur souhaite, on nous le souhaite parce qu'on veut voir ça. C'est beau ce que propose Paris cette saison. On ne peut que les féliciter parce que toute opposition, quelle qu'elle soit, à partir du moment où tu domines comme ça, c'est que tu proposes quand même quelque chose de ouf en termes de foot, en termes d'intensité, de course. Ils sont pas invités. Les autres équipes ne sont pas invitées. C'est limite, d'ailleurs, c'est plus que louable de voir un Paris Saint-Germain arriver à toujours performer, à mettre 3 buts, 4 buts comme ça, de la manière collective qu'ils le font. Ça se résume pas les années passées à Mbappé, Neymar, Di Maria. Donc moi je trouve que ça pour le coup on peut que louer le Paris Saint-Germain, mais le reste il faut pas résumer les matchs. Il y a pas match, on n'est pas invité. Marseille, merci monsieur, on a bien rigolé. Il y a votre voisin Lyon là, pas très loin là, qui a envie de vous parler. Tiens, allez prenez la parole avec eux, ça ira très bien. Et déjà que rien que là il y a presque pas débat, donc vraiment. Ouais. Enfin bon, voilà comment on peut résumer la Ligue 1. Juste, on peut s'amuser de voir Textor arriver avec son chapeau de cow-boy, même si bon. Il faut s'en amuser, c'est extraordinaire. Il faut s'en amuser, mais n'oublions pas non plus dans quelle panade Textor nous a mis. Ne résumons pas Textor à une mousse bu dans les tribunes de Coupe de France, un chapeau de cow-boy porté. Le fait qu'il ait ouvert un peu sa gueule sur une conférence. Yeah, Nasser, I know nothing, I'm a cowboy, ok, merci John. Mais bon, non, faut en rigoler, parce que c'est vrai que c'est des scènes quand même lunaires. C'est bon d'avoir un président qui... Le problème, c'est que ça serait Jean-Michel Aulas. Tu vois, ça serait Jean-Michel Aulas. Il était pas blanc comme neige, mais au moins, lui, il avait pas des énormes casseroles comme il vient d'arriver. Alors, je vais pas tout expliquer parce que les casseroles, chacun en a eu. Mais bon, Textor. Ne résumons pas tout à simplement... Si, on peut résumer ça. Textor, c'est un acteur de théâtre. Il fait des happenings et abracadabra, hop, on oublie un peu les soucis. Hop, on oublie un peu ce qui s'est passé. Non, faut en rigoler, mais pas tant. Pas tant. Exactement, je suis plutôt d'accord avec toi. Il faut... Mais malgré tout, moi, ça m'a quand même fait beaucoup rire. Il faut des personnalités. Parce que sacrée personnalité, parce que il se fait quand même pourrir. Il se fait pourrir. Et il en rigole encore. On peut pas lui enlever ça. C'est tellement lunaire qu'allons-y. Et je sais pas comment ça s'est passé, comment il a eu... Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée de mettre le chapeau de cow-boy? Est-ce qu'il a écouté les médias? Est-ce qu'il a vu le tweet? Il y avait un tweet d'un supporter lyonnais qui a été retweeté. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Est-ce que c'est la communication du club qui l'a appelé John? Ce serait cool de revenir avec un chapeau. Je pense bien que c'est le club qui lui ont dit. Voilà. L'imaginaire que ça nous laisse me fait marrer. Ce qui est bien, c'est que c'est c'est le mec qui s'oppose à Nasser, donc ça marche. Ça, on peut pas lui enlever. Et ça marche. C'est le premier mec à lui ouvrir sa gueule, à avoir parlé dans un micro à la radio, va avoir dit... Allez, faut que je l'insulte un petit peu Nasser parce que ça suffit. John, it's time to act. Et rien que pour ça, on peut que l'applaudir. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Là, on a bien fait le tour. Nickel.
Et bah écoute, on a fait nos 50 minutes. Putain, on félicite les 3 spectateurs sur ces heures télétravail. Mm. C'est magnifique.